Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Location, notre podcast destiné au partage d'expériences entre les loueurs en meublé. Dans chaque épisode, nos invités viennent vous parler de leur expérience, vous donner leurs meilleurs conseils, mais aussi vous partager leurs succès et parfois leurs déconvenues, pour que l'activité de location meublée n'ait plus aucun secret pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la série Parlons Location que nous avons choisi de dédier à un enjeu central de l'activité de location de courte durée, celui de la communication. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Sophie, qui est justement une spécialiste de ces questions et dispose d'une grande expérience dans le domaine. Alors je dis accueillir à nouveau, puisque tu m'avais déjà fait le plaisir de me rejoindre sur un précédent podcast que nous avions enregistré l'été dernier, et dans lequel tu nous partageais ton expérience de la location de courte durée. Ici, nous allons donc recentrer le sujet sur l'angle de la communication, mais avant de nous lancer, je te propose tout de même de te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Je suis Sophie Bégusso. Donc je suis hôte Airbnb, donc j'ai un bien en location depuis 2021 et je loue essentiellement avec Airbnb et un peu en direct. J'aide de plus en plus les hôtes par le biais d'une communauté à s'installer. Et c'est une des parties importantes qu'on traite, c'est justement la communication et lors de la création de l'annonce. Voilà. Eh bien, justement, Sophie, tu viens de l'évoquer, quand on a préparé ce podcast, toi et moi, on a convenu que la question de la communication, finalement, il fallait qu'on l'envisage sous deux angles. Le premier, c'est celui de la communication qu'on appellerait presque la communication générale, celle qui vise à mettre en valeur le bien quand on veut le mettre en location. Et la seconde, c'est la communication avec les locataires, elle, que nous allons traiter dans un second temps. Je te propose donc qu'on commence sur cette idée de la communication générale. Cette communication, elle va passer par un événement clé du parcours de tout loueur, c'est la création de l'annonce. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette création? Quels sont les grands aspects de cette création, les choses auxquelles il faut faire attention quand on crée une annonce de location, et comment aussi finalement faire de ce passage qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu rédhibitoire pour les loueurs, comment en faire justement un moment peut-être ludique ou tout simplement un moment qui va permettre justement de bien lancer l'activité. Oui, la création de l'annonce, c'est un point essentiel. On passe de plus en plus par une plateforme de style Airbnb ou Booking. Donc moi, je connais beaucoup plus Airbnb. Au niveau de la création de l'annonce, il y a des points importants à utiliser. Et aussi, moi, ce que je veux dire aux nouveaux, des nouveaux hôtes ou même des hôtes qui pensent que leur annonce est peu visible ou rien n'est figé dans le temps. Donc ça, c'est une chose importante, c'est qu'on crée une annonce, mais elle évolue au fil du temps. La création de l'annonce passe en avant du titre, des photos, de la description, et sur Airbnb, les équipements sont aussi très importants. Pour la visibilité d'une annonce, plus une annonce est complète, plus elle aura de visibilité et plus elle sera proposée à des voyageurs. Alors, je te propose qu'on prenne ces points les uns après les autres. Tu nous parlais déjà du titre. Quand on ne s'y connaît pas, ça peut paraître un petit peu obscur. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous dis le titre de l'annonce? Est-ce que c'est le nom qu'on va donner à son logement? Comment on va l'appeler? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, le titre doit être évocateur. Il faut mettre en lumière, en exergue, un ou deux points qui est vraiment qu'on peut mettre en avant sur son annonce. Qu'est-ce qui fait que son annonce est différente d'un autre? Moi, j'invite les personnes à mettre en avant ce point-là. Donc, ça peut être par rapport à l'intérieur du bien, sa décoration, s'il y a une piscine, un jacuzzi, par rapport à la localisation, la mer, la montagne, ça, voilà. Donc, c'est mettre en avant vraiment les points clés du bien. Voilà. Et ça, donc, ça doit se voir dès le titre, mais ce titre, forcément, pour être un peu plus évocateur, il faut qu'il s'accompagne d'un descriptif, c'est le deuxième point. Et je pense que là, la grande question qu'on va se poser, c'est à partir de quel moment on en met trop, quand est-ce qu'on n'en met pas assez, est-ce qu'il faut faire 2 lignes, est-ce qu'il faut faire 12 lignes, est-ce qu'il faut en faire 5? Comment est-ce qu'on peut faire ici pour se dire, je veux un descriptif qui à la fois va être lu, qui à la fois va être percutant, qui va retenir l'attention finalement de mon locataire? Comment est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à ce niveau-là pour justement s'assurer d'avoir le meilleur descriptif possible? Dans un premier temps, il faut se mettre un peu dans la peau de la personne qui va venir dans notre bien. Donc voilà, se mettre à la place du client, du voyageur.
Et moi, je suis plutôt de la team une annonce très complète pour donner le maximum d'informations en amont aux voyageurs pour éviter des va-et-vient de messages ou de communication après par la suite. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Donc, une description la plus précise possible. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être précis, d'apporter des renseignements. Parfois, c'est un escalier qui est trop pentu, ça peut être la proximité d'une rue, etc. De le mettre aussi un peu dans l'annonce. Donc, c'est dans la formulation. Donc, il faut être le plus positif possible dans la description, sans mentir, bien sûr. Ne pas éviter certains points aussi. Typiquement, donc des questions d'accessibilité, de bruit éventuel. Je suppose notamment si c'est dans une rue où il y a des bars, dans une destination de vacances. Voilà, faut le dire. C'est pas nécessairement rédhibitoire, mais voilà, faut bien laisser passer l'idée parce que sinon, ça peut déclencher des plaintes ensuite et des mauvais commentaires. Ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler ensuite. Pour toi, un bon descriptif, ça fait à peu près quelle taille? C'est combien de lignes? Sur les annonces Airbnb, il n'y a pas de limite. Alors, quand on crée son annonce au départ, il y a une structure de base. Et moi, je complète beaucoup. Je pense qu'il faut dire beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais les voyageurs ne lisent pas. » Mais au moins, c'est inscrit dans l'annonce. Pour moi, c'est important d'en mettre le plus possible. Mais de bien structurer, de sauter des lignes. Il ne faut pas des gros pavés, mettre par famille. Et aussi avec des titres. Ils ont besoin d'avoir une connaissance où ils vont aller. Moi, je suis à côté de la mer, les gens, c'est pas qu'ils attendent ça toute l'année, mais pas loin. Au moins, ils savent exactement où ils vont aller. Et moi, le meilleur compliment que j'ai, qui me touche, c'est quand les gens rentrent chez moi, qui me disent « Ah ben, c'est exactement comme j'ai vu dans l'annonce ». Et justement, tu l'as bien dit, les gens te complimentent en te disant c'est exactement comme j'ai vu dans l'annonce et non pas comme j'ai lu dans l'annonce. Et c'est là que justement on en vient à notre troisième point qui est vraiment l'aspect visuel. Les photos de l'annonce, c'est capital. Tu me disais quand on préparait cet épisode que toi tu avais pratiquement 80 photos pour ton 85. bien. 85, voilà, 85 photos pour ton bien. On pourrait peut-être trouver que c'est beaucoup, mais en réalité, finalement, ça a l'air de très bien fonctionner. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans quel ordre il faut les mettre? Qu'est-ce qu'il faut photographier? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Puisque justement, tu l'as dit, c'est aussi sur ces photos-là que va se faire le choix. Et là, le meilleur parti, tout comme dans le descriptif d'ailleurs, ça va être ce savant calcul entre, eh bien, à la fois forcément présenter le bien sous son meilleur jour, mais à la fois aussi quand même être honnête avec potentiellement les inconvénients, les défauts qu'il pourrait y avoir. Et donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Par exemple, toi, dans tes 85 photos, qu'est-ce qu'il y a en fait? Donc en gros, moi l'idée, c'est toujours le même raisonnement que par rapport au titre, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais mettre en avant? Mon bien est à côté de la mer. Donc ma première photo, donc ce qu'on appelle la photo de couverture, les 5 premières photos sont très importantes. Donc moi j'ai mis la photo de la plage parce que j'estime que les gens vont venir chez moi pas rester H24 dans l'appartement, mais ils viennent pour aller à la mer. Donc c'est ça qui va accrocher l'œil et j'aime bien la synergie entre le titre et la photo. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Donc dans les photos, il y a des photos de l'intérieur du bien, toujours pareil, le même raisonnement, de l'extérieur, la proximité, et par cercle concentrique, des choses un peu plus larges. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je viens à cet endroit? Est-ce que je peux aller visiter telle île pour aller à Porquerolles, par exemple? Est-ce que je peux aller au Castellet, si je vais à Sanary? Les marchés locaux, etc. On fait des propositions comme ça à la personne qui lit l'annonce. La durée de location est plus longue parce que ils se projettent plus et ça leur donne des idées de leur activité pendant le séjour. Il y a aussi dans les photos, ce qui est important, il y a des photos esthétiques, mais il y a aussi des photos sur les équipements, le lave-vaisselle, le lave-linge, aussi tous les équipements. Parce c'est vrai qu'on est dans une société très visuelle, on lit de moins en moins, mais quand on voit les photos, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, par exemple, pour nous donner justement un aperçu, Sophie, est-ce que tu peux nous dire, tu as 85 photos, combien finalement sont des photos de ton bien
et combien sont destinés à la mise en valeur de tout ce qu'on peut faire si justement on réserve dans ton logement, où est-ce qu'on peut aller? En plus, le bien que je loue est assez petit, c'est un petit appartement. Et il y a moins d'un tiers, je pense, de photos. Ça donne une ambiance à ce que va trouver la personne qui va louer. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est on reste pas, on va pas passer ses vacances entièrement dans le bien. Qu'est-ce que va faire la personne quand elle va sortir? Donc finalement, tout ça, si je comprends bien, si on reprend la question du titre, la question du descriptif et la question des photos, on peut résumer tout ça sous l'angle finalement de la synergie. Il faut qu'il y ait une synergie Oui, entre le oui. titre, comme tu l'as dit, le titre doit notamment correspondre à la première photo, la photo de couverture. Mm. Les éléments du descriptif, faut les illustrer avec des photos. Donc c'est vrai que c'est finalement trois points qu'il faut mettre ensemble. Mm. Mais, et ça tu le disais au tout début finalement, quand on a commencé à enregistrer, c'est aussi des points qu'il ne faut pas hésiter à faire évoluer. Il ne faut pas que ce Oui. soit figé dans le temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette question-là? Ça, c'est aussi très important parce qu'il y a une vision aussi de l'algorithme, des plateformes, mais aussi il y a une saisonnalité dans beaucoup de choses en France. Par exemple, la montagne. Là, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les plateformes, des autres qui créent leur annonce pour les sports d'hiver. Donc, la mise en avant de l'annonce sera pas la même. La photo de couverture, par exemple, on va montrer le ski, la montagne enneigée, etc. Personne après va louer si elle loue l'été, l'annonce sera différente. Moi, c'est pareil. Je suis à la mer, donc là, on est en décembre, les gens se baignent de moins en moins. Il y a encore des gens qui se baignent. Mais donc, de mettre en avant différemment l'annonce pour justement augmenter le nombre de nuitées. Et ça, c'est important. Et pour un peu gommer l'effet de saisonnalité, de la moduler, de la faire évoluer en fonction de l'année. La décoration change, les équipements peuvent évoluer. Donc ça, c'est important. Et il y a peut-être un dernier élément que tu m'évoquais aussi, c'est les retours des clients. Tu me disais aussi qu'il était possible finalement de se servir de ces retours des clients pour Mm. nourrir son annonce, puisque justement, eh bien, quand on a plusieurs retours sur le même point, on peut se dire que ça peut être un Mm. point qui doit justement être mis en valeur. Peut-être qu'on l'avait mis un peu moins en valeur, et puis maintenant on se dit qu'il faut le mettre beaucoup plus en avant, puisque visiblement, alors que nous, ça ne nous était pas paru si important, finalement, ça suscite l'intérêt des gens qui ont réservé chez toi, et donc forcément, eh bien, c'est bien de le mettre en avant. Ça, c'est important d'être à l'écoute du voyageur, du client. Et souvent, les gens font... Alors moi, je, je prône de plus en plus l'accueil mixte. Si on peut accueillir, surtout en début d'activité, d'accueillir en présentiel les personnes qui viennent chez vous, justement pour avoir ce côté direct avec la personne. Donc il y a ce côté-là, ce retour d'expérience par rapport à leur vécu, des choses qu'ils ont beaucoup appréciées, d'autres moins, mais dans toute plateforme maintenant il y a des commentaires, de lire les commentaires et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et pour faire évoluer. Il y a une chose aussi importante, je pense, quand on crée son annonce, c'est d'habiter sur place, au moins, si c'est pas sa résidence principale qu'on met en location, d'y aller habiter pour vraiment le vivre. Et puis on se rend compte comme ça, en une nuit, deux nuits, peut-être que ça pourrait être optimisé. Ah, donc tu conseilles vraiment d'aller passer, même si c'est qu'une ou deux nuits, avant de Voilà. se lancer, il faut aller Ouais, passer ouais, quelques nuits dans le bien. ouais, ouais. Je pense que c'est important, voilà. À la fois pour savoir exactement, parce on a peu de recul par rapport à, on fait que le louer, d'y aller, d'écouter les gens, aussi de montrer son annonce à des gens en qui on a confiance et ou des parfaits inconnus pour voir si ils ont la bonne vision, enfin la vision qu'on voudrait donner. Parce que parfois, on est dans le truc, on crée, mais on n'a pas forcément un gros recul. Donc c'est important d'avoir une vision extérieure, que ça soit les voyageurs quand ils sont déjà venus. J'aurais peut-être pas, ça je comprends pas. Ça, qu'est-ce que tu as voulu dire? Oh, mais moi, je connais le coin, mais il manquerait ça. Toi, par exemple, c'est quelque chose que tu as fait personnellement pour ton annonce, de Oui, demander conseil? oui, oui, oui. Oui, parce que euh, c'est important d'avoir un retour. Voilà. Quand on y réfléchit, on pourrait pas se dire que la moralité aussi, un peu cet échange,
c'est de se dire qu'il ne faut pas regarder que le prix. C'est-à-dire que globalement, souvent on peut se dire que beaucoup de propriétaires, quand ils veulent louer leurs biens, vont surtout envisager la question de la location sous l'angle du prix. Sauf que tu me disais, et je vais te citer là-dessus, le prix ça ne suffit pas car on trouve toujours moins cher. Mm. Et finalement, forcément, la tarification, c'est un enjeu central, on ne peut pas dire le Bien contraire, sûr. mais d'aller trop rapidement et de concentrer tous ses efforts uniquement vers la tarification, c'est finalement potentiellement aussi se tirer un peu une balle dans le pied parce que ce n'est pas justement peut-être décider d'éventuels locataires de peut-être certes ne pas aller vers le moins cher possible, mais d'aller vers un bien qui saura quand même les contenter pendant leur séjour. Quand on a une approche uniquement prix, c'est un peu comme dans la grande distribution, il y a toujours moins cher ailleurs. Apporter de la valeur au niveau de l'annonce, au niveau, par rapport à la décoration, je trouve que c'est aussi important parce qu'on voit de plus en plus des biens en location un peu uniformisés. Les gens ont besoin quand même d'une certaine âme dans le logement. Ça peut être des points de déco très simples, des coussins, des assiettes un peu fantaisie, voilà. Mais c'est important. Et l'approche prix est un des facteurs, mais pour moi, il ne faut pas envisager que ça. Mais donc du coup, puisque finalement la tarification, certes, ce n'est pas le seul enjeu, mais on l'a dit, c'est un enjeu central. Justement, je pense que c'est aussi un point sur lequel on a besoin de conseils quand on veut se lancer, surtout à quel point on peut essayer de faire jouer cette tarification par rapport aussi au contenu de l'annonce. Toi, par exemple, comment tu fais, quelle stratégie tu vas appliquer ou simplement quels éléments tu vas prendre en considération pour toi définir ta tarification? Donc, dans la tarification, il y a le prix à la nuitée, mais il y a d'autres possibilités d'intégration de choses. Disons qu'il faut déjà voir le nombre minimum de nuits qu'on veut louer. C'est-à-dire, est-ce que la personne va pouvoir venir chez vous une seule nuit ou à minima 7 nuits. Donc moi, je conseille vraiment aux gens qui démarrent de ne pas être trop gourmand, entre parenthèses, et ne pas vouloir louer, par exemple, 7 jours du samedi au samedi. Ça leur bloque beaucoup de potentialités au niveau de leur annonce. Donc, il y a ça, c'est important. Donc, le prix à la nuit et puis la durée minimale de location. Et ensuite, sur une annonce, par exemple Airbnb, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire évoluer dans la tarification et dans votre calendrier. Donc ça, c'est important aussi. Donc au début, je dis toujours pareil, on maîtrise pas tout. Donc on apprend en se trompant, mais voilà, il faut d'abord voir un peu ce qu'on veut faire, puis il faut voir aussi ce qui se passe autour de soi, parce que on est libre tout à fait de sa tarification, mais il faut être quand même en harmonie avec ce qui se passe autour. Si on est en total décalage, ça ne va pas le faire. Et il y a un facteur aussi qui est important, c'est la possibilité d'annuler pour le voyageur à quelle durée avant le séjour. Donc il y a tous ces facteurs qui ne sont pas uniquement le prix de la nuitée, qu'il faut vraiment envisager aussi. Effectivement, et parmi ces facteurs, justement, ça nous fait une très belle transition avec un sujet qu'on va aborder tout de suite ensemble, de la communication avec les locataires une fois qu'ils ont réservé. Alors même si je suppose que les conditions d'annulation, il faut déjà même les faire figurer dans la description globale de l'annonce, mais c'est aussi quelque chose qui va rentrer, qui va devoir être pris en compte quand on parle ensuite avec ses locataires. C'est justement quelque chose qu'on va aborder tout de suite. Pour l'heure, quand même, je te remercie pour cette première partie qu'on a consacré donc à la communication plutôt générale, et on va donc se retrouver dans un instant pour la seconde partie, pour cette fois-ci parler de la communication qu'on va avoir avec les locataires une fois qu'ils ont réservé, donc une fois finalement qu'on a bien fait son travail sur la description de l'annonce et qu'on a réussi à avoir des locataires pour des durées plus ou moins grandes. Donc merci beaucoup Sophie, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode que nous consacrons à la communication dans l'activité de location de courte durée. Alors Sophie, on se retrouve maintenant pour notre deuxième partie de cet épisode sur la communication. Cette fois-ci, maintenant, on va parler de la communication sous l'angle un petit peu plus
personnelle, donc la communication qu'on a avec ses locataires. Et pour ça, on a choisi de diviser cet épisode en 3 points, l'avant, le pendant, l'après. Donc l'avant correspondant finalement à la période entre le moment où le locataire réserve le bien jusqu'à temps qu'il entre dans les lieux. Le pendant, c'est évidemment tout ce qui va pouvoir se passer au moment de la réservation. Et puis l'après, c'est notamment la gestion des commentaires et des éventuelles récriminations, ou voire même aussi comment on répond bien aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On commence donc avec tout ce qui va se passer avant l'entrée dans les lieux. Quels sont, selon toi, les points clés de la communication avec le locataire à partir du moment où il a réservé par le biais de l'annonce? Moi, ce que je pense, tu as parlé de réactivité, je pense que c'est quelque chose d'important. Et la réactivité et un peu la bienveillance. Dès la réservation, la personne sente qu'elle va chez quelqu'un, elle va à un endroit et qu'il y a une personne derrière. Même si on ne va pas rencontrer la personne, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes à clés, mais il faut qu'il se crée une communication le plus en amont possible. Donc il y a une possibilité de faire des messages, mais il faut toujours avoir cette petite touche personnelle pour que la personne vraiment sente qu'elle est attendue, qu'elle est respectée, et que comme ça va faire une réciprocité au niveau des échanges et du respect mutuel. Voilà. D'accord, donc finalement, l'idée, ce serait, une fois que le bien est réservé, de prendre tout de suite contact avec le locataire, même si c'est par un message automatisé, mais d'initier un contact vraiment tout de suite, le plus rapidement possible. Je suppose que là, pareil, la question que j'ai envie de te poser quand on envoie un message, c'est qu'est-ce qu'il faut envoyer à son locataire une fois qu'il a réservé? Parce qu'on pourrait peut-être se dire que si le locataire, une fois qu'il a réservé, il reçoit un pavé de 3 pages, il va peut-être un peu prendre peur. Comment est-ce qu'on choisit, sur quoi on communique quand on prend contact pour la première fois avec quelqu'un qui a réservé une location saisonnière? Moi, j'ai un message automatisé, mais que j'ai personnalisé le plus possible, parce que bon, il y a des possibilités maintenant avec la technologie, de dire déjà de remercier la personne et de remettre les dates pour vraiment rassurer la personne. Oui, en effet, c'est le remerciement, le fait qu'on est à son écoute et qu'on va continuer la communication. Comme ça, la personne se sent accompagnée et se sent un peu pris dans le truc. Et pour l'annulation, ça sera beaucoup plus psychologiquement difficile, à mon sens. D'accord, donc on a moins de chances d'avoir un locataire qui annule, et notamment au dernier moment, si on a déjà établi un contact avec lui. Voilà. À la fois pour la communication, sert pour, par rapport aux annulations, et puis pour faire un lien, ça permet de connecter deux personnes, et ça évite, s'il y a problème, quel qu'il soit, voilà, ça crée quelque chose. Et ça va aussi inciter les gens à poser des questions qu'ils n'auraient peut-être pas osé poser ou qu'ils auraient posées plus tard, et donc finalement qui auraient pu les mener à annuler leur séjour si la réponse ne leur convenait pas, alors que là, au moins, plus c'est fait à l'avance et plus on peut se garantir contre ce genre de situation. Tu me parlais aussi, quand on préparait ce podcast, de la nécessité justement, par rapport confronté à ces questions de locataires, de leur répondre honnêtement, de dire les choses comme elles sont, puisque au cas où quelque chose ne correspond pas, il vaut mieux le savoir avant plutôt que se rendre compte sur le moment. Mais justement, revenons un instant sur ces questions, parce que je suppose qu'il y en a aussi des locataires qui, une fois qu'ils ont réservé, vont arriver avec une foule de questions. Comment est-ce qu'on ne se noie pas à travers toutes les demandes des locataires? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus? Est-ce qu'il faut forcément répondre à toutes les questions? Ou comment est-ce qu'on peut essayer de gagner du temps par rapport à certaines questions? Parce que je suppose que quand même en pleine saison, quand on gère un calendrier de réservation, on peut avoir des dizaines de messages. Comment est-ce qu'on peut réussir à s'organiser pour ne pas que ça prenne trop de temps, ou du moins ne pas se perdre au milieu de tout ça? Alors moi, j'essaie d'être le plus réactif possible. Déjà en amont, par rapport à l'épisode précédent, l'annonce, quand elle est complète, ça déjà, ils ont des réponses à des questions. Moi, quand j'ai des questions, alors j'ai des messages préenregistrés aussi pour certaines choses. Et aussi, quand il y a trop de questions, je finis par dire, en gros, lisez l'annonce, quoi. Voilà. Parce que l'annonce est suffisamment complète, il y a la réponse. Mais c'est un peu la facilité. Je réponds à une ou deux questions, mais j'en ai de moins en moins de questions une fois que la réservation est faite. Mais les commentaires des autres voyageurs apportent
apporte des explications. C'est la réactivité, répondre poliment. Ne pas hésiter à renvoyer à la fois au texte de l'annonce et à la fois aux commentaires. C'est quelque chose qu'on peut Ouais, tout à fait ouais, faire et finalement, ouais. les gens pourront trouver leur Mm. réponse. On est obligé d'aborder ce point. Alors, tu l'as un peu abordé en filigrane. Confronter vraiment un locataire qui va être extrêmement, enfin un futur locataire qui a réservé mais qui n'est pas encore entré dans le bien, qui a énormément de questions, qu'on sent presque à deux doigts d'annuler finalement. Mm. Est-ce que là-dessus, on en parlait un petit peu, est-ce que parfois le meilleur choix à faire, c'est pas de savoir potentiellement de soi-même, voilà, ne pas se rentrer dans un cercle vicieux où finalement, à chaque question répondue, c'est 2 questions de plus, Ouais. savoir parfois calmer le jeu, poser Moi, c'est plus cette problématique-là, je l'ai plus au moment de la réservation, quand la réservation n'est pas formulée. Des personnes qui, une question, une réponse, une question, une réponse. Au bout d'un certain temps, je dis, bah, écoutez, voilà, lisez les commentaires et sentez-vous libre si ça ne correspond pas à vos attentes, de trouver autre chose, quoi. Parce que quand ça commence mal, c'est pas top, quoi. On se dit, bon, si ça commence comme ça, quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont trouver, etc. Donc moi, je préfère voilà, un peu donner un cadre, pas cadrer, mais donner un cadre aux personnes. Puis voilà, c'est... Mais après, une fois la réservation faite, j'ai eu des questions, soit est-ce qu'il y a les draps, est-ce qu'il y a la marque de la cafetière, etc. Mais pas tant que ça, quoi. Et j'ai pas tant que ça d'annulation. Et justement, on parle des annulations, c'est quelque chose dont il faut parler, puisque c'est souvent, pareil, une communication qui va avoir lieu avant l'entrée dans les lieux. Comment toi tu pratiques pour les annulations? C'est-à-dire quelle est ta politique en matière d'annulation? Comment tu les gères? Comment ça va se passer pour toi? Parce que ça fait partie de la communication qui a lieu en amont, voire même dès l'annonce, généralement. On est clair sur ce point-là dès l'annonce. Comment toi tu gères ces cas d'annulation plus ou moins au dernier moment? Disons que, alors toujours sur les annonces Airbnb, on peut choisir différents niveaux d'annulation par rapport à la temporalité. Et si les gens ne respectent pas cette annulation, soit ils sont prélevés automatiquement du montant global du séjour, ou alors partiellement. En tant qu'hôte, c'est pas très appréciable d'annuler aussi. Donc c'est important de dire aux personnes qui sont nouveaux sur les plateformes, gérez bien l'ouverture de votre calendrier, le prix de votre calendrier, une fois qu'il est publié. N'allez pas annuler un séjour parce que ça peut vous pénaliser. C'est déceptif pour un voyageur quand l'hôte annule. Il faut être... pas irréprochable, mais il faut être le plus professionnel possible dans la gestion de son calendrier. Et finalement, il faut être aussi irréprochable que ce qu'on attend de son locataire. Quoi. Ouais. La communication aussi, c'est ça, c'est un peu la réciprocité. La symétrie des attentions, j'aime bien cette terminologie. La symétrie des attentions, tout à fait, c'est très bien dit. Alors justement, ça nous amène, cette symétrie des attentions, c'est avant, mais ça va aussi se traduire sur le moment, et c'est peut-être le moment justement le plus crucial, parce que c'est peut-être là aussi qu'on va avoir les gens en face de soi, ou même dans l'urgence, puisqu'on va passer là maintenant à la période du pendant, donc toute la communication pendant le séjour, et c'est, je pense, tu conviendras avec moi pour dire que c'est peut-être celle où il peut y avoir les cas les plus critiques, c'est dans ce cas-là qu'il faudra peut-être gérer des problèmes un peu urgents, et c'est pour ça que c'est très important de bien s'en sortir. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu as, pareil, encore une fois, c'est un peu toujours la même question, des bonnes pratiques, des choses que tu as maintenant mis en place avec ton expérience qui vont venir t'aider à gérer ce moment-là, à gérer des demandes, et bien un peu de dernier moment, à gérer des problèmes aussi qui pourraient arriver, que ce soit, ou bien même des récriminations de la part des locataires. Voilà. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner là-dessus? Déjà, il faut préparer l'arrivée des voyageurs. Moi, une semaine avant l'arrivée, je refais un message. Je dis, voilà, vous allez arriver dans une semaine. Donnez-moi un créneau à peu près horaire à l'heure à laquelle vous allez arriver.
Comme ça, moi, ça me permet de m'organiser et la personne sait que je l'attends et que je serai soit présente, soit quelqu'un présent ou la boîte à clés, etc. Mais voilà, de savoir que, parce qu'il y a à la fois chez le voyageur, il y a un moment de stress. Et donc à l'arrivée, comme ça, on cadre l'heure approximative d'arrivée. Le lendemain de l'arrivée, vers 11h, moi j'envoie un message qui est automatisé aussi. Le message, c'est j'espère que votre installation s'est fait au mieux et je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, je suis là. Donc ça, c'est la vertu, c'est de dire on accompagne la personne, on prend soin d'elle, on la respecte et on lui donne le micro pour dire voilà, s'il se passe quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de le dire. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes sur la clim l'été. Donc voilà, je suis assez réactive par rapport à ça. Oui, ça, c'est le problème. Finalement, il faut être proactif, que ce soit avant, que ce soit pendant. En fait, comme tu le disais très bien, il faut tendre le micro aux locataires, il faut tendre le micro aux vacanciers, justement, et ne pas attendre, parce que si tendre le micro, ça va permettre de préempter un certain nombre de choses, d'éviter de se retrouver coincé. Alors d'ailleurs, même si c'est un petit peu moins dans le champ de la communication, et ça, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans notre précédent enregistrement ensemble, mais est-ce que tu as aussi des petits conseils à donner pour gérer, par exemple, les problèmes qui interviendraient pendant le voyage? Typiquement, les locataires t'appellent vraiment en pleine journée en te disant la clim est cassée ou telle chose est cassée, j'ai perdu les clés. Pareil, il y a aussi des conseils à avoir là-dedans. Par exemple, toi, il me semble que tu nous disais que c'était bien d'avoir un peu sa liste de personnes de confiance. Voilà. Il faut avoir un carnet d'adresses d'artisans, serrurier, plomberie, électricité. Il faut être réactif. Les autres que j'accompagne, c'est de créer leur annonce sur l'ordinateur et tout ce qui est communication, de charger l'application pour pouvoir être très réactif. Parce que la personne, déjà, quand elle se sent écoutée, ça désamorce pas mal de choses. Après, il faut dire, en cas de réclamation, de dire, voilà, ok, j'entends ça, je vais faire au mieux, je m'engage à faire ceci, cela, et de tenir au courant la personne. Ça, c'est important. Mais même si on n'arrive pas à aboutir tout de suite, il faut trouver un plan B, un plan C, mais dans la communication, parce que la personne sait qu'on l'accompagne, et que s'il se passe quelque chose, on sera là. Moi, ça m'est arrivé une fois que c'était un problème de clé, en définitive, j'en ai eu 2. J'étais obligée de trouver un hôtel à une petite famille, parce que la dame, elle était seule avec ses 2 enfants. Donc là, je me suis vraiment levé l'âme pour lui trouver, l'accompagner, voilà, et pour lui trouver une chambre d'hôtel, parce que voilà, c'était compliqué. Et puis humainement, je voyais. Je suis passée après avec Airbnb, avec la plateforme pour solutionner. Mais moi, je me sentais vraiment concernée par rapport à ça. Donc la réactivité, il y a des fois on n'y arrive pas. Moi, par exemple, la clim, une fois, c'était un problème, il n'a pas pu venir tout de suite. Donc on a trouvé une solution un peu... la personne a senti que j'étais engagée par rapport à ça. Donc ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et cet engagement, même s'il n'y a pas forcément une solution qui est trouvée tout de suite, c'est aussi ce qui va faire la différence entre une situation qui aurait pu déclencher un mauvais retour et qui va finalement se transformer en une situation qui va déboucher sur un commentaire encore plus positif presque qu'il n'aurait été si tout s'était bien passé. Et justement, puisqu'on parle des commentaires, eh bien, ça nous fait une transition parfaite avec notre dernier point, notre dernière étape, ce qui va être l'après-réservation, le moment justement crucial où les locataires vont laisser ou pas d'ailleurs des commentaires, et ça c'est quelque chose qui est crucial puisque forcément ça va compter pour ensuite les autres réservations, puisque ceux qui cherchent quel bien louer vont lire ces commentaires, ça va compter dans le référencement, tu m'en parlais aussi, et donc on a 2 points que tu m'avais évoqués, c'était évidemment celui d'obtenir des commentaires déjà, mais aussi de savoir les recevoir. Donc je te propose qu'on commence par le premier. Comment on fait pour obtenir des commentaires ?
puisque c'est très important. Pas tout le monde aujourd'hui laisse un commentaire, et pourtant c'est très important quand on fait de la location, notamment sur une plateforme. Comment tu fais, toi, pour inciter les gens à laisser des commentaires et à pas seulement partir certes satisfait, mais sans le faire savoir au futur Tout dépend de la personne, le lien que j'ai, parce que souvent, moi, j'accueille les voyageurs et ils laissent la clé dans la boîte à clés à la fin du séjour. Je leur passe un petit coup de fil ou alors je dis c'est important pour moi. Quand j'ai vraiment le feeling avec les voyageurs, je leur dis voilà, ça s'est super bien passé. Moi, je suis très contente de vous, de comment vous avez laissé les lieux et je vous en remercie. Je vais vous laisser un bon commentaire. Si ça vous a plu aussi, comme ça semble être le cas, n'hésitez pas parce que tout comme vous, quand vous avez vu l'annonce, vous avez lu les commentaires, votre retour servira aux prochains voyageurs. Donc j'essaye de les impliquer dans ça. Voilà. Mais c'est pas évident parce que d'oser dire, parce qu'il y a un peu un style de jugement, notez-moi, quoi. En gros, c'est ça, on se retrouve un peu à l'école. Mais c'est tellement important que d'impliquer la personne, puis de lui dire que nous, on est content de lui. Il faut y aller faut oser, et puis il faut y aller avec sa personnalité, je pense. Puis son feeling du moment avec la personne. C'est très important parce que tu disais que potentiellement on pouvait ne pas oser aller demander un commentaire parce que ça sonnait, je te cite, un peu notez-moi. Et ça, c'est aussi un point capital puisque une fois qu'un commentaire est laissé, qu'il soit bon comme mauvais, et notamment s'il est plutôt mauvais, on va avoir tendance à le prendre vraiment très mal, très personnellement. Or ça, tu me disais que c'était un point aussi crucial contre lequel il fallait un petit peu à la fois savoir se prémunir soi-même, mais aussi savoir réagir, parce que c'est important de réagir aux commentaires, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et justement, là-dessus aussi, il y a des petits conseils qu'on peut mettre en application pour bien réagir à un commentaire. Toi, par exemple, comment tu fais? Alors, par exemple, je te propose qu'on commence par les mauvais commentaires, on fera les bons après. Justement, comment tu fais pour que, quand tu as un mauvais commentaire, à la fois savoir y répondre? Parfois, on s'en doute, même s'ils sont de plus ou moins mauvaise foi, parce que ça peut arriver aussi. Comment tu fais aussi pour ne pas le prendre pour toi? Alors, autant je parlais de réactivité tout à l'heure, autant là, il faut se poser, il faut aller faire un tour, il faut se calmer, il faut pas réagir à chaud, parce que la réponse publique qu'on fait aux commentaires sera visible par tout le monde. J'ai la chance j'ai eu un commentaire moyen sur c'était l'odeur de la lessive des mes draps. Donc au début j'avais pris ça assez mal, puis après je me suis dit voilà, c'est ça. J'ai répondu je sais plus comment j'ai répondu, mais assez factuellement. Il faut apaiser. Moi je sais que je réponds globalement, je réponds à tous les commentaires parce que le commentaire est hyper important, parce que comme je dis, moi je te dis Baptiste, viens chez moi, c'est super mon appartement, etc. Tu peux me croire. Par contre, s'il y a 50 autres personnes neutres dans l'histoire qui disent c'est pas mal d'aller chez Sophie, c'est comme ça. Je réponds, je remercie là, c'est pareil, les personnes qui sont venues. Et j'essaye d'élargir pour les voyageurs suivants. Voilà. Très bien, donc effectivement, répondre aussi à tous les commentaires. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que finalement, si avant et pendant, il vaut mieux être proactif et être vraiment extrêmement réactif, comme tu le disais, au moment des commentaires, là, parfois à l'inverse, alors même que potentiellement, on a envie de répondre très vite, potentiellement de manière pas toujours très sympathique, parce qu'on se sent soi-même attaqué. Là, il vaut mieux prendre le temps et se dire que d'ailleurs, potentiellement, un mauvais commentaire peut, chez d'autres, se transformer en bon commentaire, parce qu'on peut assez facilement imaginer qu'un commentaire sur l'odeur de la lessive tend au moins à prouver que les draps sont propres. Donc, dans un sens, chacun peut le lire comme il veut, et que finalement, c'est bien aussi parce que peut-être qu'un commentaire qui va être un peu moyen, ça met aussi à la fois une forme d'authenticité, c'est-à-dire que pas tout le monde aime, parce que quand il n'y a que des bons commentaires, maintenant on peut se dire « oulala, mais bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Enfin, même si c'est très bien d'avoir que des bons commentaires, au moins ça montre aussi que chacun a sa vision de la chose et que tout le monde, justement, commente. Donc c'est aussi des vrais commentaires. Et puis tu me disais aussi, quand on préparait cette émission, que l'avantage, que ce soit des bons comme des mauvais commentaires, tous ensemble, c'est que, et on l'a mentionné aussi tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent te permettre justement
de faire évoluer ton bien, de faire évoluer ton annonce. Donc on en revient finalement au début, en fait, c'est un peu un cercle vertueux, puisqu'ils vont te permettre à la fois, un mauvais commentaire va peut-être te permettre de ne pas en avoir un deuxième, parce que effectivement, il y a peut-être aussi certains mauvais commentaires dont on peut se nourrir, qui peuvent être valables, voilà, et on peut s'en servir aussi. Et c'est une bonne chose à ce niveau-là. Tu me parlais aussi du fait qu'on pouvait aussi se servir des commentaires pour rebondir commercialement, justement, pour avoir de nouvelles idées. Ça, voilà, voilà. Donc, surtout quand on rédige, surtout sur Airbnb, publiquement une réponse aux commentaires, une fois que c'est publié. Donc, voilà, il faut choisir ses mots, surtout quand le commentaire est pas top. Et alors moi j'aurais une dernière question. Alors je ne sais pas si tu as vu passer toi la situation dans ton expérience, mais on peut assez facilement s'imaginer que des gens qui auraient beaucoup apprécié Reste Chez Toi souhaitent revenir d'année en année et te demandent presque d'une année sur l'autre de réserver, mais tellement en avance qu'ils ne peuvent pas encore le faire officiellement, le bien pour la même semaine, parce qu'ils veulent revenir la même semaine, sauf que finalement toi tu sais pas si ça va t'arranger, tu sais pas si ça va être possible. Est-ce que tu as déjà croisé cette situation, et si tu ne l'as pas croisée, comment est-ce que tu penses que tu arriverais à la fois essayer de jongler entre essayer de faire plaisir à ces gens-là qui sont très contents d'être venus, mais en même temps leur dire que ce ne sera pas forcément possible? Le calendrier, toujours sur l'annonce Airbnb, on peut l'ouvrir. Moi, là, par exemple, le calendrier de l'été 2025 est déjà ouvert depuis un certain temps. C'est au contraire, parce que quand quelqu'un ou que ça s'est bien passé parce que bon, il a envie de revenir et que moi je suis contente, d'abord ça fait plaisir, ça flatte, et puis bon, ça permet de compléter, de déjà compléter son calendrier 2025. Donc moi je prends et la réservation se fait. Super, écoutez, voilà, j'en demandais pas plus. Et alors Sophie, il y a un dernier point au niveau de la création de l'annonce dont on n'a pas parlé et qui pourtant finalement résonne avec la question des photos, du descriptif, c'est celui des équipements. Évidemment, il faut communiquer sur les équipements pour éviter tout litige une fois l'entrée dans le lieu, pour que les gens qui réservent sachent bien ce qu'ils vont trouver en arrivant chez toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette question de l'équipement, en quoi c'est complètement capital finalement quand on fait de la location de courte durée? Les équipements, donc c'est très important parce que souvent les gens le mettent dans la description, donc c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il y a, je parle toujours pour les annonces Airbnb, mais il y a la possibilité de mettre, on a une liste de toutes les équipements possibles et imaginables, donc ça peut aller du piano à la machine à riz, en passant par le mur d'escalade. Il y a beaucoup de choses et ça permet à la fois d'être très précis. Moyenne, une annonce, elle devrait avoir 30 équipements sur une annonce Airbnb. Et les personnes peuvent filtrer, les voyageurs peuvent filtrer en fonction de ça. Et il y a des équipements incontournables, de plus en plus, tels que la Wi-Fi, des éléments de base, et puis des éléments très demandés. Donc c'est ne pas finir son annonce sans avoir fait la liste des équipements dans la liste prévue à cet effet, et surtout de la faire évoluer au fil du temps. Eh bien, Sophie, sur ce, on arrive déjà presque à la conclusion de notre sujet, donc de cet épisode qui était dédié à la communication. Je te remercie vraiment beaucoup. Je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté que tu étais déjà venu dans un de nos podcasts de cet été, dans une série qui était dédiée simplement la découverte du monde de la location meublée. Tu m'avais fait le plaisir de me rejoindre sur un épisode pour parler vraiment de toi, de ton expérience personnelle, nous évoquer un petit peu tous tes conseils, tous les cas généraux que tu avais pu rencontrer. Là, vraiment, on a choisi de faire un épisode plus centré sur un domaine vraiment qui te tient à cœur, sur lequel tu t'es spécialisé, sur lequel tu as l'occasion d'ailleurs de former d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc, et vraiment, à n'en pas douter, je pense que tous tes conseils seront appréciés et pourront certainement aider d'autres personnes qui se lanceront ou se sont d'ailleurs déjà lancées dans leur activité de location saisonnière. Donc Sophie, merci, et puis finalement, comme la dernière fois, à bientôt au prochain épisode. Voilà, pour un prochain épisode. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux
ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.